Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal du Distri. Nous nous rendrons sur le lac pour aller à la rencontre du patrimoine lacustre qui sera à l'honneur dans cette édition. On aura aussi la tête dans les copeaux en vue du giron de bassin. Et enfin, un petit tour en fin de journal au zoo de la Garenne. 3 bateaux emblématiques de la côte ont été primés pour leur restauration. Parmi eux, un canot de pêche vieux de 90 ans, le capitaine Laura. Florian Cavalleri est allé à la rencontre de son propriétaire. À quel moment de la journée on est là dans la vie d'un pêcheur professionnel ? Alors là, c'est déjà la deuxième partie du travail. Donc je suis rentré sur le lac et puis là, je suis en train de démailler mon poisson, les écrevisses, puisqu'il y a des écrevisses aussi prises dans le filet. Là, c'est vraiment la deuxième partie de la journée. C'est après avoir été relevé les filets, après avoir été relevé les nasses, et ça, aux commandes du capitaine Laura. Exactement, ouais. C'est un bateau qui appartenait à mon grand-père. Ce bateau, il l'a acheté dans les années 30, il date de 1927. Et, il a fait toute sa carrière de pêche avec, ainsi que mon père. Et puis moi, j'espère aussi pouvoir aller jusqu'au bout de ma carrière, jusqu'à ma retraite, le garder jusqu'à ma retraite et profiter de ce bateau. Il fait partie de la famille ? On peut dire qu'il fait partie un peu de la famille, ouais. Là, j'ai justement donné le nom de ma fille au bateau, enfin à mes 2 bateaux, puisque j'ai 2 bateaux, le nom de mes enfants, c'est un petit clin d'œil que j'aurais fait. Ça me porte bonheur tous les matins. Tous les matins, je les pêche miraculeuses dans le bateau. Là, on a une bonne pêche. Qu'est-ce que ça fait finalement de travailler avec, on peut le dire, un objet historique, un objet d'histoire et puis qui soit toujours autant actuel ? Alors, je trouve que c'est un patrimoine qu'il faut garder parce que je trouve que c'est un peu en perdition de nos jours. C'est vrai que ça permet aussi à des apprentis de garder ce savoir-faire en travaillant sur ces bateaux quand on les fait rénover. Là, il y a le chantier naval Antonnet qui m'a retapé le bateau, a mis 2 apprentis sur ce bateau. Ça leur a permis d'apprendre les différentes techniques pour travailler sur ces barques en bois. C'est quoi les qualités de ces barques en bois ? Alors, elles sont très agréables à naviguer du fait qu'elles sont assez étroites, donc elles rentrent bien dans la vague. Elles sont légères, elles sont très maniables. Donc, suivant les types de pêche qu'on pratique, c'est vraiment l'idéal. Là, je l'utilise beaucoup pour les casiers écrevisses. Donc, des fois, on pêche tout au bord où il y a peu de fond. Donc, comme il y a peu de tirants d'eau, elles sont vraiment pratiques. On peut s'approcher des enrochements et autres. Et puis, j'utilise aussi pour les nasses, pour la pêche des perches. Donc, j'arrive facilement à poser mes nasses sur le bateau. Du fait qu'il est étroit, c'est bien stable. C'est encore des très bons bateaux qui sont très bien adaptés pour ces pêches de ce type-là. Alors pour faire vivre ce patrimoine, il y a les bateaux, mais il n'y a pas que ça. Il faut préserver aussi les chantiers navals et puis les cabanes de pêcheurs qui ont tendance à disparaître. Malheureusement, ouais, là, on doit se battre pour garder tout ce patrimoine, hein, parce que malheureusement, c'est des belles villas qui prennent la place de ces cabanes et de ces chantiers navals. Et puis c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'on va se retrouver à aller travailler bientôt dans la montagne, alors qu'on devrait être près du lac. C'est quand même plus pratique pour ce genre de travail. Vous êtes la 3e génération à la tête de ce bateau, en tant que patron de ce bateau, 6e génération de pêcheurs sur le Léman. Est-ce que la 7e génération pointe son nez et est-ce que le capitaine Laura va continuer à voguer au sein de la même famille sur le lac Léman ? Alors, je l'espère. En tout cas, ma fille s'intéresse beaucoup à la pêche. Maintenant, on verra. Il faut déjà qu'elle finisse ses études. Et puis, je dis, tu apprends un métier avant, du fait qu'on travaille comme avec la nature, il y a quand même un risque qu'il y ait de mauvaises années. Donc c'est bien d'avoir un métier dans les mains. Et puis après, elle pourra toujours revenir si elle a toujours envie.
Et ces prix du patrimoine naval sur le Léman étaient remis pour la 5e année par la Fondation Bol. Jean-Philippe Mayra, bonjour. Bonjour. Vous êtes constructeur de bateaux, membre du jury. Vous avez d'ailleurs été le lauréat de la première édition de ces prix du patrimoine naval. 3 bateaux ont été primés, je le disais tout à l'heure. Il y a les Belles de Beaulieu, le Capitaine Laura et le Juste Lagier, 6 000 francs chacun. Pour qu'on se rende bien compte, on le voit d'ailleurs avec le Capitaine Laura, ce n'est pas juste folklorique, c'est des outils de travail que la Fondation prime. Tout à fait, c'est pas du tout folklorique, pas du tout, c'est de la culture en fait, hein. C'est de la culture lémanique, c'est des bateaux qui ont leur place dans l'environnement lémanique, c'est des bateaux qui sont pas très anciens puisque ce type est apparu sur le lac à la fin du 19e siècle seulement, enfin c'est quand même un type tout à fait défini d'un bateau qu'on reconnaît comme lémanique et qui a été construit en très grand nombre pour les pêcheurs professionnels et aussi les amateurs en plus petite taille, jusque dans les années 50-60, à l'époque où le plastique a commencé à changer la manière de construire les bateaux. Combien coûte une restauration moyenne d'un bateau comme celui qu'on voit là, le Capitaine Laura? C'est très difficile à dire, ça dépend jusqu'où on va, mais disons, je dirais c'est entre 10 et 20 000 francs. Quelque chose comme ça. Et pour la première fois, cette année, vous avez primé un projet de restauration et pas seulement une restauration déjà réalisée. Jusqu'à maintenant, on a toujours primé des bateaux qui avaient été restaurés par le propriétaire. Le but du prix, c'est d'encourager la restauration des bateaux en faisant connaître ces bateaux, en récompensant les gens pour leur travail et aussi en montrant que c'est important de garder ce patrimoine. Alors jusqu'à maintenant, on a toujours primé dans les éditions précédentes des yachts, des bateaux à voile, des bateaux avec des vernis clinquants, des bronzes qui brillent, ce que le public attend d'un vieux bateau finalement. Et en fait, cette année, on a eu heureusement des candidatures qui montraient que des bateaux de patrimoine pouvaient aussi être des bateaux de travail, comme ces bateaux de pêche qui sont utilisés encore tous les jours par leurs propriétaires, ou un bateau de sauvetage qui était aussi un bateau de travail. Même maintenant, évidemment, les bateaux de sauvetage sont des bateaux à moteur, mais à l'époque, jusqu'en les années 40, encore 50 même, on a encore pratiqué du sauvetage à rame. Et l'autre objectif de ce prix, c'est aussi de pouvoir conserver le savoir-faire. Ça sert notamment aux apprentis, c'était le cas avec ces projets. Tout à fait. La profession de constructeur de bateaux vit toujours grâce à une formation officielle et il y a de nombreux apprentis qui s'intéressent à ce métier et la manière l'idée de ce prix est aussi d'encourager les gens à faire restaurer des bateaux et à maintenir ce savoir-faire dans les chantiers à travers la formation. Ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est ce qu'on voyait aussi dans le reportage, c'est que ces bateaux vieux de près d'un siècle sont aujourd'hui aussi très performants. Ils sont très performants malgré que la plupart des pêcheurs pêchent avec des bateaux modernes, en aluminium, en plastique, des bateaux beaucoup plus gros avec une motorisation beaucoup plus importante. Mais néanmoins, pour certains types de pêche, comme le disait Fayet, ça dépend aussi un petit peu de la philosophie du pêcheur. Avec un moteur plus petit, jusqu'à 20 chevaux, comme ils ont en l'occurrence sur leur bateau, on arrive très bien à se débrouiller et à faire certains types de pêche plus locaux. Et c'est des bateaux qui ont, encore une fois, Alexandre Fayet le disait très bien, une forme très idéale pour faire ce métier et pour le type de vagues et de conditions lémaniques. À l'époque, 1926 et 27, les deux canots qui ont été primés, canots du même chantier naval Ramsayer de Versoix, c'est assez marrant, construits donc à une époque où la mécanisation était balbutiante. Ils ont eu, semble-t-il, des moteurs fixes. Mais c'était surtout des bateaux à rame. C'est pour ça que c'est des bateaux très fins, qui étaient à rame, avec des voiles auxiliaires éventuellement. Par contre, naturellement, ça demande plus d'entretien, on l'imagine. Alors évidemment, c'est un soin, je dirais, permanent, surtout pour des pêcheurs professionnels. Quand ils embarquent leur filet, il y a des poissons, on l'espère, mais il y a aussi beaucoup des algues, il y a de l'humidité, il y a de la glu, il y a plein de choses qui salissent, qui passent derrière les ceintures du bateau, il y a de l'humidité qui stagne, c'est plus difficile à nettoyer qu'un bateau en plastique ou en aluminium qu'on peut faire au Karcher, là il faut être soigneux. Donc il y a en permanence, il ne faut pas non plus peindre le diable sur la muraille, mais il y a quand même beaucoup de soins à avoir. Il faut chaque année ou tous les 2 ans repeindre le bateau quand il n'y a pas des réparations aussi. Mais ce n'est pas vous qui allez nous le dire le contraire. Quand on aime, on ne compte pas. Si vous le dites. J'estime, par rapport à ce que vous me dites, que c'est peut-être partagé. Un élément... Mais bon, c'est aussi le côté affectif de ces bateaux, parce que ces bateaux ont beaucoup de défauts, mais on les aime justement parce qu'ils ont des défauts, puis il faut les soigner. Donc on a les gens qui travaillent avec. Moi j'ai aussi un bateau pour mon chantier, c'est un bateau de travail. J'aime mon métier, j'aime mes outils. Tout ça, ça fait partie des choses avec lesquelles on a un rapport différent qu'un simple objet en plastique qu'on va remplacer quand il sera foutu. C'est très différent comme rapport entre
l'homme et son bateau en bois qu'un objet de consommation. Naturellement. Ouais. C'est un objet d'anticonsommation. C'est le développement durable, ça passe par les bateaux en bois, qu'on se le dise. Voilà, donc c'est une forme d'activisme finalement. C'est de la révolution. Carrément, ni plus ni moins. Une chose encore à la fin de l'été, fête des canaux, ça a lieu 19 et 20 août, ce sera à Rolle. À Rolle, au port de Rolle, presque tout neuf, puisqu'il ne sera encore pas inauguré. C'est une fête qui réunit des bateaux voile-aviron, donc des petits bateaux en bois, à rame et à voile, pour non pas des régates, parce que c'est des bateaux d'anti-compétition, mais c'est pour des pique-niques, des sorties sur l'eau, des parades et des apéritifs. Et l'occasion d'aller à la rencontre de passionnés comme Jean-Philippe Moira. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de votre On le rappelle, 19 et 20 août à Rolle. À bientôt. À bientôt. Je vous le disais dans les titres, le Giron des jeunesses du district de Nyons se tient cette année à Bassin. Ce sera du 21 au 25 juin et ce sera sur le thème des 4 éléments. Florian Cavalleri et Greg Barnil ont donc été prendre la température de l'air, de la terre, du feu et de l'eau à Bassin. Ils sont beaux, ils sont jeunes et ils sentent le sable chaud. Ce sont les organisateurs du Giron qui aura lieu du 21 au 25 juin à Bassin. Ils sont 6 et ils se présentent. Bonjour, Florent Trebou, je suis président du comité d'organisation. Bonjour, Mélissa, je suis caissière de la jeunesse et je m'occupe des bénévoles pour le Giron. Bonjour, Étienne Mercet, président de la jeunesse et je suis responsable de la partie officielle au Giron. Magnifique. Bonjour, Thomas, membre de la jeunesse et responsable des sports. Bonjour, Antonin, vice-président de la jeunesse et responsable de l'infrastructure. Bonjour, Nicolas Roanance, vice-président d'organisation, responsable du Corso Fleury. Alors un bon Giron, la recette magique, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout d'abord d'être une bonne équipe d'organisateurs et puis d'accueillir les gens dans des superbes bâtiments qu'on a construits et élaborés pendant une année. Et puis d'avoir la bonne humeur sur cette place de fête. 71e Giron FJDN, 70 ans que ça dure, c'est quand même une lourde charge symbolique d'organiser ça. Pas trop, hein. Oui, alors oui, c'est une lourde charge, mais ça fait plaisir de pouvoir organiser ça. Il y a les aînés qui regardent ça. Oui, nos parents qui ont aussi organisé un Giron en 2000, en 79 et en 56 à Bassin. Et justement, ce Giron de Bassin, la particularité, c'est quoi ? Quels sont les highlights, on va dire, de cette fête ? Alors, très bonne question. Il y a une tonnelle, il y a des joutes traditionnelles, mais qu'est-ce qu'il y a en tout ? En tout, il y a un soldat Louis qui vient le samedi soir, il y a le beach foot le samedi après-midi, les tournois de volley traditionnels le mercredi soir, le match aux cartes le jeudi, et plein de petits concerts au caveau, sous la cantine et vice-versa. Parce que le défi, finalement, c'est d'organiser une fête traditionnelle, mais tout en étant ancré, finalement, dans l'an 2000, dans l'an 2017. Ah, exactement, et puis on essaye justement d'allier toutes ces nouvelles normes de sécurité tout en gardant un giron féerique, magique pour que toutes ces jeunesses et tous les gens des villages aux alentours viennent faire la fête ici. En gros, sur le week-end, on est sur un chiffre qui va varier entre 200 et 250 000 francs de budget. Donc relativement important pour un week-end quand même. Après, on attend entre 2 et 4 000 personnes sur le week-end, en espérant que le beau jour nous fasse arriver encore plus de monde. Après, en termes de bière, alors c'est sûr que l'alcool principal d'un giron, c'est la bière. On a prévu, sauf erreur, entre 4 et 6 000 litres, 8 000 litres de bière. On espérera tout écouler, on verra bien. Et puis aussi, ce qu'il faut rappeler pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est qu'ici on est très bien accueillis. Il y aura même un camping. Qui veut se lancer sur le camping ? Oh, je peux me lancer sur le camping, ouais. Alors le camping il se situera juste ici, là derrière. Et puis normalement environ une roulotte par jeunesse qui arrive à accueillir une dizaine de personnes comme ça. Et puis après il y a des jeunesses qui viennent d'un petit peu plus loin, qui posent leur roulotte histoire de ne pas rentrer en voiture. Et puis voilà. Ça, c'est une nouveauté d'avoir un camping ? Non, c'est une nouveauté. Ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années que vraiment les campings ils sont bien fréquentés. Avant les gens étaient peut-être un petit peu plus
un petit peu moins regardant par rapport à ça. Maintenant, tout le monde essaie de garder son permis et puis personne ne veut faire de bêtises aussi. Alors les gens privilégient quand même le camping et puis surtout comme ça, on reste un petit peu dans l'ambiance tout le long du week-end. Et ce qu'il faut préciser, bien évidemment, derrière l'organisation, il y a les jeunesses. Et puis les jeunesses recrutent, il faut venir, il faut s'inscrire dans les communes, dans les villages. Pourquoi faire partie d'une jeunesse? Parce que c'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous apprend à organiser des manifestations relativement importantes, à gérer des budgets, à travailler en équipe. Et puis on est récompensé en faisant une jolie sortie avec l'argent de nos bénéfices. Et voilà, et cette sortie, ce sera où? Ça, c'est encore à voir. C'est encore à voir, ça dépendra. Mais tout le monde est le bienvenu du 21 au 25 juin, ici à Bassin, pour le 71e Giron FJDN. Merci et bonne chance. Merci. Merci. La journée du vélo aura lieu ce samedi, 3 juin. À Nyon, c'est au parc de la Morache et à l'école des Tattes-Doigts que se tiendra l'événement. Caroline Dorst, bonjour. Vous êtes chef de projet mobilité pour la ville de Nyon. Avec nous également Naïma Mameri-Kiat. Bonjour à vous. Bonjour. Déléguée à la mobilité à Nyon. Une première chose avec vous, de manière générale, le programme, qu'est-ce qu'il y aura à faire, à voir ce samedi? Alors, déjà, l'objectif de ces journées qu'on réalise chaque année à la ville de Nyon, c'est qu'on donne l'occasion aux habitants d'avoir la rencontre avec les habitants. On va sur le terrain, on fait des stands d'information, donc informer les habitants de toutes les actions qui sont mises en place, mais également les écouter, connaître leurs besoins, essayer aussi d'écouter en gros le terrain. C'est ça l'objectif de ces journées, les journées du vélo et d'autres manifestations qu'on fait au cours de toute l'année. Votre objectif, pardonnez-moi, c'est un peu de jouer le rôle de pivot d'un côté entre la ville et les habitants pour transmettre les informations d'un côté comme de l'autre. L'objectif, c'est de leur montrer et de leur présenter et de les informer de tout ce qu'on a comme subvention, tout le panel que met la ville à disposition des habitants, mais également, dans l'autre sens, pour nous, ces journées sont très intéressantes d'être sur le terrain, de les écouter, d'écouter leurs besoins et bien évidemment, une fois à l'interne, dans nos services, on essaie de plus en plus de répondre à ces demandes. Et justement, pour le programme, Caroline Dorst, de cette journée de samedi, il y a des stands d'information naturellement, mais pas que. Exactement. Alors, on va commencer donc de 8h30 à 13h30 par un stand d'information, où la ville, justement, je serai présente, où on va présenter les subventions qui sont proposées aux habitants. Lesquelles, par exemple? Subventions Mobilis, abonnement Mobility, vélo électrique, vélo mécanique. Donc on a un panel à disposition qui est assez important et souvent ces subventions sont méconnues, même si on pratique quand même une communication intense autour de celles-ci, donc c'est l'occasion de les mettre en avant. Alors peut-être juste, on s'arrête sur un exemple, je veux acheter un vélo électrique. Quelle est la subvention qui peut être proposée? Quel est le principe? Alors le principe, c'est qu'à l'achat d'un vélo électrique, la ville, en fait, si vous êtes nyonnais, va vous rembourser 10% du prix d'achat, donc jusqu'à hauteur de 500 francs. Donc pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire que vous pouvez trouver sur le site de la ville de Nyon, et puis de nous le renvoyer rempli accompagné de la quittance d'achat. Et ensuite, il faut compter à peu près 2 semaines et demie pour obtenir le remboursement sur son compte en banque. Et il y aura aussi des tests de vélo électrique sur place? Exactement, avec notre partenaire Hubacher Cycle, avec lequel on travaille très bien, qui va proposer en fait divers vélos électriques pour que les habitants nyonnais et les autres visiteurs puissent essayer ces nouveaux types de mobilité. Et avis aux amateurs, il y a une bourse aussi de vélos d'occasion. Exactement. On est en partenariat avec l'association Transport et Environnement qui propose chaque année en fait une bourse qui permet aux vendeurs de venir vendre leurs vélos et aux acheteurs de venir en acheter. Naturellement. On va le rappeler, Naïma Mameri-Kiat, que durant cette journée, les transports publics à Nyon seront gratuits. Exactement. Donc, on organise cette journée du vélo en même temps que la fête du printemps, donc de la SIC, de manière à ce que les habitants ou les utilisateurs de la zone 20, puisque ça concerne tous les transports publics urbains, puissent bénéficier du bus gratuit et venir à Nyon gratuitement, que ce soit pour la journée avec les commerçants ou bien pour notre journée du vélo qu'on organise à la même période chaque année. Et il y a une chose, Caroline Dorst, aussi, durant ces journées du vélo, cette journée du vélo samedi, c'est dans le préau de l'école des Tattes-Doigts, c'est des cours pour les enfants.
Exactement. On est en collaboration avec l'association Pro Vélo La Côte qui propose une activité donc, pour les enfants, donc une activité le matin de 9h à midi et puis de 14h à 16h qui permet en fait de familiariser les enfants à la pratique du vélo et en leur montrant en fait tous les aspects sécuritaires nécessaires pour cela. Et la ville de Nyon offre les inscriptions à cette activité à l'ensemble des Nyonnais qui en feront la demande. Attention, cette activité est sur inscription, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà, et le site c'est coursvélo.ch pour les inscriptions. Une dernière chose avec vous, Naïma Mamerikat, pour l'objectif général. On comprend bien que c'est l'objectif de mobilité douce, que l'on puisse utiliser plus les vélos, en l'occurrence, par exemple pour aller au travail. Encore faut-il que les mesures politiques suivent. Ça ne suffit pas de dire aux gens de prendre leur vélo, il faut qu'il y ait par exemple des pistes adaptées. Exactement, donc c'est pour ça que je vous dis, on est à l'écoute des habitants, de plus en plus, on constate que la pratique du vélo est installée. Les comptages qu'on a fait en 2012 et qu'on a fait cette année, donc qui sont terminés cette fin du mois de mai, confirment qu'il y a de plus en plus la pratique du vélo et du vélo électrique, ce qui nous pose peut-être de grandes satisfactions sur l'utilisation du vélo, mais en même temps de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avec le vélo mécanique en termes de vitesse, en termes de circulation sur le trottoir. Donc toutes ces questions-là nous obligent aussi à faire évoluer nos pratiques, à faire évoluer nos politiques pour justement accompagner cette pratique du vélo plus importante, ce qu'on est content, adapter notre réseau. Donc on a vu les vélos avec les remorques, je veux dire de plus en plus les places vélo habituelles, elles sont trop petites par rapport à l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Donc c'est autant de défis et autant de passions qu'on a tous dans l'équipe. Donc on fait partie du service travaux, environnement et mobilité, donc on travaille en direct avec l'équipe de travaux. Donc on discute, on essaye de trouver, on se renseigne sur ce qui fait comme innovation dans d'autres villes, au niveau académique aussi, pour justement que notre politique de la pratique du vélo et de la mobilité douce de manière générale suive cette nouvelle tendance et cette nouvelle pratique que nous connaissons, que nous observons de plus en plus. Des stands d'information, des tests de vélo électrique, des activités pour les enfants, on l'a vu, une bourse pour les vélos d'occasion. Voilà le programme de ce samedi 3 juin à Nyon, au parc de la Morache et à l'école des Tadois. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée. Au revoir. Du sport à présent, ou du sport toujours bien sûr, et de la convivialité. C'est l'objectif de Destilac qui revient pour une 3e édition le dimanche 25 juin au port des Abériaux à Prongin. Au programme VTT, course à pied, trottinette et course de bouée. Florian Cavalleri avec Greg Barnil. Destilac, c'est dans moins de 25 jours et je suis avec Joël Bongard, l'un des organisateurs de cette manifestation, que dis-je, de ce défi sportif dont l'essentiel prendra place ici aux Abériaux. Mais Destilac, c'est plus que ça. Quel est le concept de cette manifestation ? Alors pour cette 3e édition, le concept est identique, c'est-à-dire que toujours relayer la montagne au lac, donc plutôt réparti en deux différentes étapes. Donc le matin, compétition avec course à pied et VTT. Donc on peut faire en relais individuel, en relais par équipe ou carrément une seule des deux étapes. Et puis l'après-midi, plus festif et fun avec course de trottinette pour les enfants et puis course d'obstacles ici sur le site des Abériaux pour tous, plus ou moins. Oui, il faut rappeler que Destilac, c'est tant pour les adultes que pour les enfants. Tout le monde y trouve son compte. Oui, effectivement. Donc le matin, c'est quand même plus destiné aux jeunes adultes et adultes. Et puis l'après-midi, vraiment pour tous. Et là, la course de trottinette uniquement pour les enfants. Et puis après, il y a encore bien sûr des animations tout l'après-midi pour les enfants, notamment sur le lac. Et puis donc du paddle et des choses de ce style-là. Après 3 éditions, vous l'avez dit, Destilac trouve son rythme de croisière. Cette année, il y a quand même une grosse surprise. Et cette grosse surprise, elle fait 50 mètres. Exactement. Donc durant les 2 premières éditions, on avait déjà construit plus ou moins un toboggan sur le parcours de course d'obstacles. Et puis là, cette année, on a la chance d'avoir carrément un vrai toboggan gonflable de 50 mètres. Donc je pense que les gens trouveront vraiment beaucoup de plaisir durant cette étape et cet obstacle. C'est vous qui le dites, Destilac a trouvé sa place dans la région, vraiment dans le tissu social, et même les TPN jouent le jeu cette année.
Exactement, donc depuis le début déjà, mais là c'est vrai que cette année, les relayeurs individuels et par équipe et même les coureurs de course à pied pourront profiter encore plus des TPN, donc ils vont faire le relais depuis les Abériaux ici jusqu'à la Givrine, donc cette fois carrément le bus qui va monter jusqu'à la Givrine pour simplifier les transports et bien sûr tout ceci de manière gratuite dans le cadre d'un partenariat. Alors, vous avez envie de participer à Destilac, les infos pratiques, c'est maintenant. L'inscription, jusqu'à quand, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, être en bonne santé, j'imagine? Alors, de préférence un petit peu adepte au sport déjà à la base, ou même l'après-midi, c'est vraiment pour rigoler, donc pas de souci. Et puis pour les inscriptions, donc sur le site internet Destilac, online jusqu'au 22 juin, et puis autrement sur le site des Abériaux le samedi 24, où là vous pouvez venir de 14h à 18h pour toutes les étapes, et puis le dimanche matin uniquement pour la course à pied, et puis durant toute la journée jusqu'à peu près 10-15 minutes des étapes de course d'obstacles et de trottinette, vous pouvez vous inscrire. Et puis alors c'est toujours organisé par la Jeune Chambre économique de la Côte. Est-ce que ça vous a donné la visibilité que vous espériez ? Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas le premier événement que la Jeune Chambre internationale de la Côte organise. Il y a la fête de la vigne qui a été organisée à l'époque. Il y a le Fly and Smile aussi à Prangin, à l'aérodrome, qui aura lieu d'ailleurs l'année prochaine. Et puis Destilac, donc bien sûr qu'on a des membres qui varient d'âge de 18 à 40 ans. Il faut savoir qu'à 40 ans, on sort de la Jeune Chambre, donc forcément on essaye aussi de dynamiser par le biais de ces manifestations-là. Donc toute personne motivée à dynamiser la région, bien sûr, peut venir découvrir un petit peu cette Jeune Chambre. Alors motiver, c'est le mot. Destilac, c'est une compétition, des compétiteurs, des invités, des gens qui s'amusent, mais c'est aussi une organisation. Et là, il y a un petit appel aux bénévoles à lancer. Alors c'est sûr que chaque événement de cette taille-là demande des bénévoles. Donc là, on demande à peu près entre 70 et 80 bénévoles. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas un sportif et que vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre à cet événement, venez sur notre site, regardez et inscrivez-vous pour cette journée. Joël Bongard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le 25 juin, mis à part du soleil? Alors, bien sûr, des inscriptions, une bonne ambiance. Le soleil, on essaye de l'attirer par l'affiche, est beaucoup plus coloré que d'habitude. Donc, on espère aussi que cet ensemble fasse une bonne ambiance. Joël Bongard du comité d'organisation de Destilac, merci beaucoup de nous avoir mis l'eau à la bouche. Bonne journée, merci. L'ultramarathonien de Saint-Cergue-Eusebio-Boschon a démarré lundi son tour de Suisse en course à pied. Il court pour récolter des fonds en faveur des familles de personnes atteintes du cancer. C'est 1300 km en tout qu'il va réaliser. Chantal Dizeran, bonjour. Vous êtes membre de la direction de la Ligue vaudoise contre le cancer et responsable de ce projet. Je le disais, le départ a eu lieu à Lausanne, 1300 km en tout. Arrivée prévue, ce sera le 13 juin à la clinique de Genelier, donc c'est une moyenne de 80 km par jour. Qu'est-ce que pour la Ligue, qu'est-ce que ça représente cette course d'Eusebio ? Alors tout d'abord, c'est Eusebio-Boschon qui est responsable du projet, qui a vraiment monté tout son projet tout seul. Nous, on l'accompagne, mais de manière assez modeste. C'est vraiment une action qui est essentielle pour nous. Ça permet aussi de rappeler que le cancer peut toucher tout le monde. Une personne sur trois, un peu plus d'une personne sur trois développe un cancer au cours de sa vie. Donc ça touche énormément de monde. Et malgré tout, un certain nombre de personnes se retrouvent isolées par la maladie. Et cette action, c'est aussi l'occasion de sensibiliser à la cause, de dire que l'on peut soutenir, que l'on peut aider, d'oser demander aussi un soutien. Donc ça permet de faire parler de cette maladie et des difficultés que rencontrent les gens touchés et les proches des gens touchés, et aussi de collecter des fonds parce qu'effectivement, quand on est touché, on a aussi besoin parfois d'un soutien financier. Alors Eusebio-Boschon qu'on avait reçu sur ce même plateau, on sait qu'il est passé par là, il a été touché par le cancer. Vous soutenez à peu près 2000 patients et proches chaque année. De quelle manière est-ce que vous les soutenez ? Alors, c'est un soutien social, un soutien moral. Donc, la Ligue vaudoise contre le cancer a été fondée par des médecins dans les années 60 qui ont bien compris que la prise en charge des personnes touchées par la maladie allait au-delà du traitement médicamenteux, que la maladie questionnait la vie, remettait beaucoup de choses en question, des questions liées au travail. Quand on s'arrête de travailler, on se pose la question, est-ce qu'on va continuer à toucher son revenu ? Comment on est couvert ? Il y a beaucoup de démarches à faire auprès des assurances. Et comme je le disais, si on a une perte de revenus
venu parce que, ma foi, on doit suivre des traitements ou parce qu'on veut accompagner son enfant qui est atteint et qu'on s'arrête de travailler, à ce moment-là, les personnes ont besoin de soutien et on est là pour les accompagner, pour réorganiser leur vie, pour faire des démarches auprès des assurances et puis parfois aussi en collaboration avec d'autres associations, d'autres fonds pour les aider financièrement, par exemple pour assumer les frais de transport jusqu'au traitement qui ne sont pas complètement couverts par les assurances maladie. Et des fois, ça peut se monter à des milliers de francs par année. Vous l'avez dit, c'est plus d'une personne sur 3 qui, en Suisse, va être touchée dans sa vie par le cancer. Et de plus en plus de gens sont concernés et sont touchés par le cancer, principalement en raison de l'âge, de l'espérance de vie qui augmente. C'est ça. Donc le vieillissement de la population, c'est un des facteurs principaux. Un autre facteur, c'est aussi l'amélioration du dépistage, des traitements, aussi l'amélioration des registres des tumeurs. Il y a eu cette nouvelle loi pour qu'il y ait un registre national. Alors effectivement aussi, on enregistre davantage, on est plus méticulé dans les statistiques. Un élément important avec l'arrivée des beaux jours, les vacances, c'est le soleil. On sous-estime encore beaucoup trop les risques du soleil liés au mélanome de la peau. Tout à fait. La Suisse est malheureusement dans les pays les plus touchés par le mélanome, qui est un des... Alors il y a plusieurs, on ne sait pas exactement les causes, il y a plusieurs facteurs. D'une part, on a un mode de vie qui n'est pas celui des pays du Sud, on ne s'arrête pas pour faire la sieste pendant les heures de pointe. D'autre part, on a aussi un fort pouvoir d'achat, donc on peut s'offrir des vacances. Et puis c'est vrai que si on s'offre des vacances au bord de la mer, on a envie d'aller au soleil, donc on est peut-être moins prudent. Encore une fois, on enregistre peut-être aussi mieux les tumeurs, je veux dire, dans nos statistiques, donc peut-être ça biaise aussi un peu les chiffres. Mais c'est important de rappeler que le cancer de la peau, le mélanome, c'est un des cancers de la peau les plus dangereux parce qu'il peut développer des métastases. Et donc la Ligue et les acteurs de la prévention, effectivement, rappellent ces messages de protection solaire au printemps lorsque les alors premiers je vais vous demander justement en termes de prévention, on reste sur la protection solaire évidemment et puis l'attention donnée aux enfants, en particulier les couvrir. Absolument, parce que la peau des enfants est plus fragile et la peau a une bonne mémoire. Donc, tous les dommages qui ont été vécus pendant l'enfance, que ce soit des coups de soleil, la peau va s'en rappeler. Et puis, c'est un risque augmenté de développer un cancer plus tard. Donc, il faut vraiment rappeler que les mesures les plus importantes, c'est d'abord éviter, si possible, d'aller au soleil, en plein soleil, entre 11h et 15h. Ensuite, se couvrir, des manches longues, un chapeau à bord large. La crème solaire, ça protège aussi. Mais c'est vrai que souvent, on met beaucoup trop d'espoir dans cette crème solaire et qu'il faut d'abord privilégier l'ombre. Et on rappellera aussi évidemment l'importance du dépistage dans le cadre de ces mélanomes de la peau, mais pas seulement, évidemment, au niveau sanitaire. Un grand merci pour votre présence. On rappellera donc cette course, le Tour de Suisse par Eusebio Boschon, qui va courir 1300 km. Il a débuté, je l'ai dit, ça se passe bien pour l'instant? Ça se passe bien. Hier, il en était à 240 km. Il va plus vite que prévu, donc il avale quand même l'équivalent de quasi 2 marathons par jour. Et probablement qu'il sera duré qu'un jour d'avance par rapport à son programme. Et le soutien, évidemment, est possible pour Eusebio, pour la Ligue vaudoise contre le cancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. C'est le printemps et la nature reprend ses droits. Direction à présent le zoo de la Garenne avec Florian Cavalleri et Greg Barnil pour un carnet rose, 2 lynx et un bouquetin. Il s'en est le mois dernier. Raoul Feignoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le biologiste du parc animalier de la Garenne et le parc animalier de la Garenne a une nouvelle naissance, des bouquetins. Exactement, donc on a eu une naissance vendredi à midi, autour de midi, d'un petit bouquetin qui est né. C'est le deuxième bouquetin qui est né ici, mais c'est le premier bouquetin qui est issu du cru, qui est vraiment tagué Parc animalier de la Garenne. Exactement, le premier qu'on a eu, qui est né le 18 mai l'année passée, est arrivé, voilà, la femelle est arrivée portante du parc animalier où on l'a récupéré. Et effectivement, il est né ici à notre surprise. Et effectivement, cette année, c'est notre premier vrai petit né ici à la Garenne, du père qui est ici et de la maman qui est ici. Le printemps, c'est une saison importante pour un parc animalier.
Alors oui, c'est important parce que déjà la nature s'éveille et puis il y a toujours ces naissances et ces naissances, ça fait aussi attirer un peu le monde et ça nous permet aussi, nous, de pouvoir jouir de cette magnifique opportunité. Est-ce que ça montre aussi que le site de la Garenne est bien pensé, que les animaux s'y sentent bien? J'imagine que peut-être s'ils ne se sentent pas bien, justement, ils ne se reproduisent pas. Alors oui, en principe, si des animaux se reproduisent, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ont suffisamment de nourriture, suffisamment d'espace pour se réfugier. Donc effectivement, si on a des naissances de bouquetins, on a des naissances de lynx, on peut dire que les enclos ont été bien conçus. Ici, on est dans un enclos, enfin plutôt dans la grande volière. Il y a des rapaces, hein, il y a les bouquetins, et puis justement, le petit, il a pris le nid d'un vautour. Effectivement, alors c'était pas prévu à la base parce que justement les 2 nids qu'on a construits c'était pour les vautours. Les vautours se sont pas installés dedans et c'est les bouquetins qui ont pris leur place. Et c'est une zone sécurisée où la femelle peut surveiller son petit, surveiller les autres individus qui viennent pas les embêter. Donc c'est une bonne place pour la naissance et pour le refuge du petit. Alors c'est pas la seule naissance qu'il y a eu à la Garenne, il y a eu une naissance mi-mai, c'est un petit lynx. Je vous propose d'aller voir un peu ce qu'il est advenu. Volontiers. Raoul Feignoux, là on arrive justement vers les lynx. 2 lynx sont nés mi-mai. Et puis c'est un événement pour la Garenne, vous m'avez dit en arrivant, puisque c'est la première naissance de lynx de toute l'histoire de la Garenne. Exactement, donc avant on avait un lynx mais qui était toute seule, donc une femelle. Et là on a eu un couple qu'on a grâce au nouveau parc ici. Et ils ont réussi à faire 2 petits. Donc c'est effectivement la première naissance ici de lynx à la Garenne. Combien de temps vous allez les garder ici? Alors en général, on les garde en tout cas 10 mois sûrs avec la femelle. Après, comme on fait partie d'un programme de conservation de cette sous-espèce, on saura plus tard que vont devenir ces animaux. Soit ils vont être placés dans d'autres parcs, mais en tout cas il n'y a pas de programme de réintroduction pour le moment. Donc ce sera vraiment une conservation de l'espèce, donc déplacement dans un autre parc animalier d'Europe. Oui, d'Europe, parce que c'est un programme européen et vous m'avez dit c'est géré depuis la Suède. Alors effectivement, le responsable travaille dans un parc en Suède et c'est un programme totalement européen. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres naissances au parc animalier de la Garenne à venir? Est-ce que vous prévoyez d'autres petits animaux? Alors à l'heure actuelle, on n'a qu'une femelle bouquetin qui serait encore portante, mais après il n'y a pas d'autres animaux pour le moment qui pourraient naître d'ici prochainement. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que ce programme de conservation de la nature dont vous faites partie, ça concerne plusieurs espèces. Il y a des espèces qu'on préserve, dont le cheptel, on veut le voir augmenter. Et puis il y a d'autres, il y a déjà pléthore, donc on évite d'avoir des naissances. Exactement, donc c'est tout là le problème de la gestion d'un parc animalier. Donc si on veut, c'est clair qu'avoir plein de naissances, c'est sympa, il y a plein de monde qui vient. Mais après, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux. Donc le mieux, c'est de pouvoir avoir des espèces qu'on veut qui se reproduisent, que ceux-là elles puissent se reproduire et les autres on les laisse aller, ou on castre les mâles, ou on n'a que des femelles. Typiquement les blaireaux, on n'a que des femelles. Donc c'est une manière de gérer aussi qui permet d'éviter des problèmes. Et puis du point de vue général de la vie du parc animalier, ce week-end c'était aussi le week-end des records. Effectivement, donc le jour de l'Ascension, on a fait notre record de l'année au niveau du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment exceptionnel et c'est un bon sentiment en se disant que les gens sont toujours là pour nous, qu'ils viennent nous voir. On a des naissances, donc tout va bien pour le moment. Raoul Feignoux, vous êtes biologiste au parc animalier de la Garenne. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous et une prochaine. Et à bientôt. À bientôt. Et à noter que le 17 juin, un repas de soutien en faveur du centre de soins de la Garenne sera organisé au sein même du parc. Toutes les informations sur le site de la Garenne, www.lagarenne.ch. Et avant de nous quitter, vous rappelez que le 25 juin, les habitants de Coppet devront dire s'ils soutiennent ou non le projet de requalification de la route cantonale, un projet devisé à 1,35 million de francs et qui implique également les communes voisines de Founet, Tannay et Mie, mais un projet combattu par un comité référendaire. Lundi soir, NRTV et le quotidien de la Côte organisaient un débat public. C'est les images que vous voyez à l'instant, à Coppet, en confrontant les arguments des pros et des anti. D'un côté, le syndic Gérard Produit, qu'on voyait à l'instant, et de l'autre, on le voit là, Martin Steib, membre du comité référendaire. Ce débat, vous pourrez en découvrir des extraits dans l'émission politique qui suit ce journal avec Rodolphe Henner.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.